C'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage, une heure de débat sans tabou et sans langue de bois. Ensemble en toute liberté, comme son nom l'indique, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Lundi prochain, Emmanuel Macron organise un sommet Choose France pour les entreprises tricolores. Et manque de peau de Blédina, l'entreprise qui les commercialise, Danone, fleuron de notre industrie agroalimentaire, ferme son usine de Villefranche-sur-Saône. 140 ans d'histoire, 117 salariés, les petits pots Blédina, inséparables compagnons des 30 Glorieuses qui font désormais leur premier pas en Pologne. On nous dit que c'est pas une délocalisation, juste un transfert de production. On adore ce genre de litote, plier bagages en France pour produire ailleurs, tout en promettant qu'un quart des salariés restera dans la région. C'est un peu comme dire qu'on ne divorce pas, on change de projet de vie. La direction de Danone invoque la baisse des naissances en France. Ah bon ? C'est pire en Pologne. Autre argument, le fait maison, les jeunes parents écolos qui préfèrent mixer leurs carottes eux-mêmes, soit, mais en filigrane. Il y a là la démonstration que nos madeleines de Proust commerciales, ces marques qui racontent notre hexagone, ne sont plus à l'abri du grand glissement industriel. En 2003, c'était les petits lus. En 2025, les petits pots de Blédina. Derrière la rationalité économique, il y a autre chose, une certaine nostalgie, celle d'un pays qui perd petit pot après petit pot les symboles de son quotidien. Les berceaux se vident et les usines aussi. Ça n'arrive qu'en France. Me voici dans ma chorégraphie préférée. Bonjour Madame Royal, vous êtes aujourd'hui... Je me mets là ou... Mais vous vous mettez là, vous êtes parfaitement bien, ça va ? Ça vous convient ? On vous a invité parce que vous sortez un livre qui s'appelle Malicieusement, mais qui va garder les enfants. De la patrie. Oui, de la patrie, bien sûr. C'est un livre assez féministe, je dois dire, sur le pouvoir. Alors, je vois, dès qu'on dit ça, il y a des gens qui prennent des crampes d'estomac, je pense, alors que c'est une réflexion passionnante sur l'avenir et de la part d'une femme qui a exercé le pouvoir, éprouvé même le pouvoir, puisque le titre « Mais qui va garder les enfants », c'est quand même on s'en souvient. Vous vous en souvenez ? C'est-à-dire que vous décidez de vous engager, racontez l'anecdote quand même, vous décidez de vous engager et un député, je crois. Oui, c'est ça, c'est au moment de l'élection présidentielle qu'une mère de 4 enfants puisse oser finalement transgresser ce plafond de verre. La première réaction, ça a été de dire mais qu'elle retourne s'occuper de ses enfants. Ouais. Je raconte une autre anecdote. Quand j'ai été ministre de la Famille, je vais de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et puis dans les chaises musicales des compositions ministérielles, on sait comment ça se termine. Puis finalement, on me dit finalement non, tu rentres pas au gouvernement. Je dis très bien, pas de problème, je vais faire autre chose. Je vais m'occuper de mes enfants. Et puis là, je suis rappelé in extremis par le Premier ministre de l'époque et qui me dit on a oublié la ministre de la Famille. Mais toi, avec tes 4 enfants, tu vas faire l'affaire. Et puis après, il ajoute, puis on a oublié les handicapés, donc tu vas être ministre de la Famille et de l'Enfance. Et je pense qu'un homme n'aurait jamais accepté. Ouais. Et moi, comme d'habitude, je me suis dit, mais il y a toujours quelque chose de passionnant à faire. Quel que soit le sujet, le sujet politique ou le sujet de société, il y a toujours des choses importantes à faire, quelles que soient les hiérarchies gouvernementales ou la hiérarchie de l'importance des sujets vus par un pouvoir masculin. Est-ce que vous ne l'avez pas regretté ? Parce qu'il y a ces portefeuilles-là, vous avez eu des choses à faire. Beaucoup de choses. La lutte contre les violences faites aux enfants, le congé de paternité, la garde alternée, enfin oui. Quand on s'empoigne d'un sujet, avec sincérité et avec volonté de regarder où est-ce que les gens attendent quelque chose de mieux, il y a toujours des choses à faire, bien sûr. Face à vous, Natacha Polony, je ne vous la présente plus. Mais vous savez qu'elle est nouvellement directrice d'une revue qui s'appelle l'Audace, d'une revue trimestrielle. L'Audace, ça vous va pas mal. Tout un programme. Oui, tout un programme. Christophe Barbier, vous êtes Christophe Barbier, et Guillaume Audat, vous êtes grand reporter et chroniqueur chez nous, avec nous. Alors, on va se servir de votre livre pour parler de l'actualité, vous allez voir. Parce que là, c'est le jour J. 2 ans après avoir imposé à coup de 49.3, le gouvernement s'apprête donc aujourd'hui à suspendre sa propre réforme des retraites après un vote à l'Assemblée normalement. Et à l'Assemblée, Sébastien Lecornu joue gros. Il doit faire voter un abonnement qui gèle la réforme de 2023. Concession faite aux socialistes, au risque de fracturer la majorité. Bref, la réforme qui devait sauver Christophe, les finances publiques est en train de couler la crédibilité politique du pouvoir ?
Cette réforme n'a jamais été acceptée par l'opinion, elle a toujours été combattue par les syndicats, par les partis, et la situation politique sortie de la dissolution en 2024 a rendu la position intenable. C'est pourquoi il y a le choix entre la crise institutionnelle, l'instabilité, ou sacrifier la réforme des retraites. Le Cornu a fait son choix, il sacrifie cette réforme des retraites. C'est une suspension que beaucoup considèrent comme une annulation parce qu'après, on passera à autre chose, notamment en 2027. Mais c'était son viatique pour ne pas durer une semaine, mais essayer de durer 1 an et demi à Matignon. Et il a eu raison, Ségolène Royal, de faire ce choix ? Bien sûr qu'il a eu raison. Et pour faire le lien avec le livre, justement, qui est sur la montée de l'anxiété des jeunes générations, on pourrait se dire, finalement, non, il faut serrer la vis sur les retraites pour que ça ne soit pas les jeunes générations. C'est la question que j'allais vous poser. Et moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que quand il y a des acquis sociaux, des sécurités sociales qui s'effondrent, c'est encore plus anxiogène pour la nouvelle génération. Et si vous interrogez les jeunes, ils disent, finalement, la retraite va être détruite, on n'aura pas de retraite. Et si on n'a pas de retraite, si on n'a plus de sécurité pour l'avenir, on n'aura pas d'enfants. Et je pense qu'il y a un lien très direct entre la fragilisation des systèmes sociaux, notamment de la retraite, paradoxalement, et l'effondrement de la natalité, parce que, et ça devrait être d'ailleurs le cœur de toute politique, toute action politique devrait être vue au prisme de est-ce que si je fais ça, c'est bon pour la sécurité et pour la confiance des jeunes générations, pour qu'elles puissent rentrer dans la vie et transmettre à leur tour, donner la vie à leur tour, ou bien est-ce que ça va renforcer leur anxiété? Et l'effondrement et la réforme brutale des retraites a renforcé l'anxiété des jeunes, bien sûr. Vous parlez d'une dette générationnelle dans le livre, oui. Celle qu'on laisse à nos enfants en détruisant la planète, en creusant les déficits, en abîmant la confiance civique. Est-ce que cette suspension de la réforme des retraites, c'est pas aussi le symptôme de cette dette morale envers les jeunes, d'une génération politique qui n'a plus le courage de préparer l'avenir, vous le disiez? Vous avez raison, d'une façon globale, la politique manque de courage et de visibilité. Car quand on voit d'un autre côté l'accumulation des impôts, moi j'étais contre la fuite en avant, j'ai une petite distinction par rapport au PS là-dessus. Je pense qu'il fallait suspendre la réforme des retraites, ne pas rentrer dans la dynamique fiscale qui angoisse beaucoup d'entreprises et qui angoisse les jeunes générations aussi. Et en revanche, il fallait faire des économies beaucoup plus drastiques et beaucoup plus évidentes, mais reporter la question, ne pas nier la question de la justice fiscale, parce que c'est une question essentielle, mais la reporter à l'élection présidentielle. Parce que tout ce qui est anxiogène, et la question fiscale, elle est à la fois juste sur le plan technique, mais elle a une dimension, une portée psychologique d'anxiété sur les milieux économiques. Et la lutte contre les déficits, c'est d'abord la relance de l'activité économique. Elle a raison, Ségolène Royal, Natacha Polony. Alors, à la foire à tout fiscal. J'irai encore plus loin. C'est-à-dire que, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent pour sacrifier la jeunesse? Un phénomène d'abord qui est un phénomène de long terme, parce que la dimension économique dont vous parlez, c'est en fait un système qui est en place depuis les années 1980, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit une monnaie forte, en fait on favorise les générations qui sont déjà installées, qui ont déjà du patrimoine, les rentiers, et on stabilise, et la variable d'ajustement, c'est l'emploi. Et on a vu ce que ça a donné dans les décennies qui ont suivi, c'est-à-dire des jeunes qui avaient de plus en plus de mal à rentrer sur le marché du travail, qui ne trouvaient pas d'emploi et qui ne pouvaient pas se lancer dans la vie. Et qui, évidemment, avec des taux d'intérêt tels qu'ils étaient, ne pouvaient pas non plus acheter leur logement. Bref, on a sacrifié les jeunes générations au nom du maintien des possédants. Et derrière ça, on arrive sur une période, par exemple, comme la Covid, où là, on a eu une jeunesse qui a eu l'impression d'être enfermée pendant 2 ans parce que une maladie qui touchait principalement les générations précédentes, les générations les plus âgées, nécessitait de les sacrifier eux. C'est-à-dire qu'on a une dette qui s'accumule vis-à-vis des jeunes. La santé mentale des jeunes est absolument terrifiante. Et on a l'impression d'avoir une vie politique, je dis 3e point d'ailleurs, une vie politique qui sacrifie les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils votent moins. Et parce que de plus en plus, on contourne la démocratie en leur disant... C'était la phrase de Jean-Claude Trichet à propos de la crise grecque. Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qui a été décidé par les générations précédentes. Vous ne pourrez plus y toucher. Et ça, c'est la négation de la démocratie. C'est-à-dire qu'une génération n'a pas le droit d'entraver les générations suivantes. Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, sur le Covid, il n'y a pas eu de soins après le Covid. Non. Ça avait été promis, ça. Et donc, les dégâts du Covid sur l'enfermement des jeunes générations jusqu'aux enfants a encore un impact aujourd'hui sur la montée des maladies psychiques. Dans le lycée de ma fille, 2 suicides. Hein. Je n'avais jamais entendu parler terrible. De ça. Hein. Et on a sauvé les plus âgés pendant la Covid et on n'a pas sauvé les jeunes après la Covid, des conséquences de la Covid. Et c'est pas un sujet politique. Tout le monde personne ne s'en occupe. Or, c'est un sujet absolument central, c'est un sujet capital. Le taux de dépression. C'est le reflet de la bonne santé. Et en plus, il y a des solutions, puisque on a en même temps la COP 30 là. Donc les COP, c'est à la fois un défi, mais c'est en même temps la solution. C'est un sujet essentiel pour la réindustrialisation de la France, par exemple. Sur les travaux d'économie, on pourrait lancer des grands chantiers d'économie d'énergie sur le bâtiment. On pourrait lancer des grands chantiers sur la question du recyclage des centrales nucléaires. On pourrait lancer des grands chantiers sur la construction des avions qui pourraient éteindre les incendies. Il y a un marché mondial là-dessus. Et on n'a pas de pilotage industriel sur des enjeux qui sont pour nous à portée de main, surtout que la France a une capacité énergétique importante. On devrait sortir du marché européen de l'énergie pour baisser l'électricité. Vous voyez, donner des signaux de sécurisation à la fois au milieu économique et à la fois aux jeunes générations qui pourraient se dire ah ben voilà les grandes priorités industrielles et économiques du pays dans lesquelles je vais pouvoir avoir un métier, je vais pouvoir faire une formation professionnelle et en même temps je vais pouvoir soigner la planète et répondre à l'éco-anxiété qui en rajoute sur l'anxiété des jeunes générations. Et donc ce livre, c'est aussi montrer qu'il y a des solutions à condition que l'on considère, mais c'est considéré par la plupart des hommes politiques comme des sujets secondaires. Ils s'en moquent, c'est pas le sujet. La natalité, on n'entend pas parler. L'angoisse des jeunes, on n'en entend pas parler. Le travail. Donc ils sont dans des trucs de travail. Il y a le travail, parce que là, on parle que des retraites. Mais le travail, c'est l'appétit au travail. Où on veut travailler, pourquoi. Enfin, Guillaume. Oui, je vais délaisser, si vous me permettez, Madame Royal, juste l'aspect technique un instant. Vous avez quand même exercé des fonctions ministérielles à très haut niveau. Notre titre, c'était le jour J à l'Assemblée, suspension de la réforme des retraites. Est-ce que, on dit d'Emmanuel Macron, on va essayer de rentrer un peu dans sa tête, qu'il est dans la résignation, il n'est pas encore dans l'acceptation. Est-ce que franchement, quand on est un politique, on peut digérer l'abandon d'un tel totem ? Ah, attends, mais justement. C'est une bonne question, ça. Parce c'est une que bonne question, mais écoutez Elisabeth Borne, oui, vous avez fait un chapitre là-dessus. Sur le virilisme toxique, c'est-à-dire. Elisabeth Borne, elle était Alors on va écouter Elisabeth Borne et vous allez répondre. On y vient. Naturellement, ça ne me fait pas plaisir, parce que j'ai pas porté cette réforme par dogmatisme. J'ai porté cette réforme parce qu'on a besoin d'assurer l'équilibre de notre système de retraite par répartition. Il ne s'agit pas du tout de sauver le pouvoir, il s'agit d'éviter une crise institutionnelle. Oui, il s'agit quand même un peu de sauver le pouvoir. Non, et puis ce totem, alors, abandonner un tel totem. Regardez la formulation aberrante, le dévoiement de la politique. Ça ne me fait pas plaisir, elle dit. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais on s'en fiche, que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les Français. Est-ce que les Français ont accepté ça ? Non. Donc le consentement à l'autorité politique, c'est l'acceptation des réformes parce qu'on comprend ces réformes. C'est ce que vous avez fait poison, au moment de l'écotaxe. C'est ce que j'ai fait au moment de l'écotaxe. Du côté de la non-acceptation du peuple, pour dire aux politiques, on arrête. Quoi. Eh ben, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont remis la taxe carbone, ils ont refait les gilets jaunes, ils sont obstinés pendant des mois, ils ont réprimé, ils ont mutilé des gens. Madame Borne, ancienne première ministre, ça ne lui fait pas plaisir d'avoir abandonné cette. Mais on s'en fiche, son plaisir à elle. Cette réforme. Mais encore une fois, entrons dans la tête d'Emmanuel Macron. Et lui, comment il digère ? Mais soit il se dit, moi je dis dans ce livre, présider c'est aimer les gens. Soit il se dit c'est bon pour le pays parce que je vais le soulager et je vais prendre acte du fait que cette réforme a été imposée avec des 49.3 qui sont inadmissibles et qui ont fait régresser en plus le niveau de retraite des femmes. Et en tout cas constitutionnel, mais désormais inadmissible, vous dites ? Le 49.3 constitutionnel, je pense que ça n'était même pas constitutionnel la façon dont l'usage du 49.3 était fait. Je pense que c'était contraire à l'esprit de la Constitution. Le 49.3, il n'a pas été fait pour brutaliser un peuple, pour imposer des réformes conçues dans la tête de quelques technocrates.
retraites. C'est pas ça le 49.3. Ségolène Royal, je suis d'accord avec vous sur le 49.3. Le 49.3, l'usage, enfin le rôle du 49.3, c'est de dépasser un blocage entre les partis pour faire émerger la volonté des citoyens. C'est exactement le contraire qui s'est passé. En revanche, il y a quand même une question de long terme. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur les retraites, elle découle en fait de 40 ans de désindustrialisation. Elle découle de 40 ans où la gauche a considéré que la seule question c'était celle de la redistribution et que finalement c'était pas grave de voir toutes les entreprises partir et d'avoir un système qui permettait le dumping fiscal au sein de l'Union européenne et donc le fait que les grandes entreprises ne payaient pas l'impôt et ça a appauvri l'État, et une droite qui considérait que de toute façon il fallait être compétitif et donc casser tout le marché du travail. Mais pourquoi les politiques dont vous avez été pendant 40 ans n'ont pas compris que nous allions dans le mur et qu'à aucun moment la France ne pourrait payer son modèle social qui doit pourtant être maintenu si elle ne permettait pas justement de lutter contre une concurrence totalement déloyale, contre une dérégulation du libre-échange qui nous tuait. Et je pense que le système des retraites n'est pas déficitaire, que c'est un problème de financement. Et quand vous avez l'État qui, pour les fonctionnaires, par exemple, pour les fonctionnaires, le taux de cotisation est de 78% pour cacher non, mais globalement, le fait que pourquoi c'est un problème pourquoi c'est pas un problème de financement? D'abord parce que si tous les seniors étaient au travail et si on n'avait pas le taux de chômage des seniors le plus élevé, il y aurait des rentrées de cotisation. C'est pour ça que je vous pose la question de la désindustrialisation. Deuxièmement, parce qu'il y a eu un siphonnage de l'industrie. On vient de le voir avec la fermeture ça fait mal au cœur quand même, toutes ces fermetures là. Vous venez d'en parler. Il y a eu un siphonnage de la production opérationnelle par l'économie financière. Oui, bien sûr. Or, regardez les bulles financières, même sur l'intelligence artificielle. Ces gens-là, ils ne cotisent pas. Bien sûr. Regardez les plateformes de vente. Reprenons la plateforme de vente Amazon, sans leur faire je vais leur faire la contre-publicité. Amazon, ils cotisent au système de protection sociale? Non. Ils polluent la planète. C'est pas intégré dans les prix. Ou Chine, ils polluent la planète. On va chercher les bateaux. Ils polluent. Ensuite, les marchandises viennent sur les camions. Ils polluent par les camions. C'est pas intégré dans les prix. Ils utilisent nos routes. C'est le contribuable qui paye les routes. Les lois les ont autorisés à ça. Qui a accepté ces lois? Qui a accepté que le système économique doit être... C'est le système économique, notamment à travers la libre circulation des capitaux et des marchandises. Qui a accepté ça? Parce que c'est l'Europe libérale qui a été imposée, alors que les Français avaient voté contre ce traité, et il a été réimposé avec le traité de Lisbonne, alors que les Français avaient bien compris, le peuple est intelligent, vous savez, les Français avaient bien compris ce libéralisme. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'aligner notre prix de l'énergie français, alors que les générations avant nous ont investi dans l'hydroélectricité, dans les centrales nucléaires, dans la performance énergétique. On est obligé de s'aligner à cause des règles européennes sur l'électricité allemande. Mais on ne dit pas aux pays qui sont en Europe et qui nous font concurrence à bas salaire, on leur dit pas que vous alignez sur les salaires français. Et donc il faut sortir. Vous étiez ministre de l'Environnement, vous avez soutenu la fermeture de Fessenheim et le programme qui devait fermer des centrales nucléaires. Non. Non. Il faut pas répéter. C'est pas en répétant les choses qu'elles deviennent vraies. Non. J'ai programmé la fermeture de Fessenheim au moment où Flamanville ouvrirait. C'est pas pareil. Pour maintenir la production d'énergie nucléaire à 63,2 gigawatts. Et je me suis opposé aux écologistes. Je me suis opposé à certains des écologistes qui voulaient zéro centrale nucléaire. J'ai toujours défendu l'énergie. Je vais même vous dire une chose, c'est que sur Fessenheim, je suis allée sur place et j'ai dit on va monter une filière industrielle de recyclage des centrales nucléaires qui doivent fermer. Il y a aujourd'hui... Vous voyez, dans la perspective emploi pour les jeunes, il y a 400 centrales nucléaires fermées à l'échelle mondiale qui doivent organiser leur démantèlement. Et je pense que la France était en position de faire un démonstrateur industriel à Fessenheim et de conquérir le marché mondial du recyclage de l'ensemble des centrales nucléaires, puisqu'elles arrivent à fin de génération, au bout de 40 ans, et donc il faut à la fois un recyclage et passer aux technologies plus sécurisantes. L'urgence, c'est de les prolonger à 60 ans. Oui, mais c'est ça l'urgence. On n'est pas, et on a fermé Fessenheim, qui était une qui avait été rénovée à coups de milliards. On n'est pas dans les mêmes critères industriels. Et en tout état de cause, Fessenheim ne devait, avec moi, pas fermer
tant que le Flamanville n'était pas opérationnel, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas, parce que voilà une centrale qui a 15 ans de retard et qui a multiplié au moins par 10 son coût d'investissement. Donc c'est pas non plus une solution miracle nucléaire, d'abord parce qu'il faut de l'uranium. La France n'a pas d'uranium. Les réserves d'uranium à l'échelle internationale sont en voie d'extinction. Donc faisons attention aussi au mythe qui vient d'être lancé là, aux investissements massifs sur le nucléaire, qui vont prendre des moyens financiers aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Et ce qui aurait été bien plus performant, c'est de poursuivre ce que j'avais commencé. C'est le crédit d'impôt de transition énergétique qui permettait aux gens de faire les travaux et de déduire, de baisser leurs impôts. Alors que là, ils sont passés à un système de chèques qui est fraudé, qui est contourné, qui donne lieu à des fraudes des arnaques sur téléphone. On fait croire aux gens. C'est effrayant ce qu'ils ont fait. Et qui coûte administrativement 2 fois plus cher que l'aide directe aux baisses d'impôts. Vous dites ce qui aurait été intéressant, c'est de poursuivre ce que j'ai commencé, donc c'est vous que je cite. Est-ce que vous avez envie de poursuivre ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez abandonné toute ambition présidentielle? C'est un peu moi ce que j'ai lu en creux dans votre livre. Présider, c'est aimer, présider, c'est materner. Materner, je n'utiliserai pas ce mot-là. C'est justement ceux qui non, mais c'est un peu ce qui sort de votre ouvrage. Non, c'est. Mais est-ce que vos ambitions, c'est pas materner, c'est-à-dire je ne prends pas les Français pour des enfants. Présidentielle 2027, ça vous trotte encore On verra. Dans la tête. Vu le vide politique, la carence politique, le virilisme politique. On verra. Vous aurez votre mot à dire, de toute façon. Oui, de toute façon, j'aurai mon mot à dire. Dans une structure politique où les partis ne représentent plus grand-chose. Quelqu'un qui portera les valeurs auxquelles je pense essentielles pour l'avenir du pays. On verra. Et pourquoi pas une participation à une primaire? On verra. J'ai pas d'ambition personnelle plus que ça. Mais je me dis, comme je le dis dans mon livre, parce que je pense que c'est ce que se disent les Français qui ont des enfants, des petits-enfants, et même ceux qui n'en ont pas, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser aux jeunes? Quel monde on va leur laisser? Quelle France on va leur laisser? Quelle espérance on va leur laisser? Vous vous sentez encore de gauche dans ce corpus de valeurs qui est le vôtre? Est-ce que vous diriez « je suis une femme de gauche » ? Je suis une femme de gauche, mais je pense que le monde évolue et qu'il faut regarder des sujets, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. Vous vous souvenez, la Nation, le drapeau bleu, blanc, rouge, on m'avait traité de pétiniste parce que j'utilisais la Marseillaise, vous vous rendez compte? Les choses ont quand même beaucoup évolué. Et comme je le dis dans mon livre, on dit vous êtes de droite dans certains chapitres. Non, quand je parle des racines, c'est au sens de l'enracinement d'Hannah Arendt, c'est-à-dire que par définition, une éducation doit être conservatrice, au sens où elle doit transmettre un certain nombre de choses pour pouvoir justement s'émanciper par rapport à cet héritage éducatif. Il faut des repères, il faut de la juste autorité. Et c'est ça, quand on abandonne la juste autorité ou quand on abandonne la transmission des racines, on fragilise encore plus les jeunes, on les déstabilise un peu plus. C'est pas être de droite, ça. Vous avez beaucoup de pages sur l'éducation. Au bon sens du mot. Pour prolonger la question de Christophe Barbier, quelle gauche? La gauche Mélenchon, la gauche Olivier Faure, la gauche Mamdani à New York? Quelle gauche vous incarnez? Mais la gauche des gens. La gauche des gens. Tu sais, les leaders, ils ont leur. Mais Olivier Faure ou Mélenchon? Mais c'est pas. Franchement, ils sont. C'est Karim Bessila, là. Non, mais je veux dire, un personnage politique est provisoirement dépositaire d'un courant de pensée et de la responsabilité de faire évoluer ce courant de pensée. C'est pas monsieur un tel ou madame un tel. C'est la gauche des gens. Vous voyez, là, je suis passé 3 jours en dédicace. Les gens m'ont tous dit la même chose. Et pourtant, le pays est à droite. Mais qu'est-ce qu'on va nous laisser? Mais qu'est-ce qu'on devient? Mais on est gouverné par des gamins. Mais pourquoi il y a la guerre partout? Mais qu'est-ce que c'est que cette brutalité, cette confrontation? La demande de sécurité et de protection, elle est universelle dans le pays. Oui, mais pas au sens répression et au sens taisez-vous, on va vous garantir la sécurité, en échange vous vous taisez. Non, mais c'est au sens comprendre où on va, à quoi ont servi les efforts qu'on a faits, de la génération précédente, et qu'est-ce qu'on va transmettre aux jeunes générations. Et il y avait une bachelière, une jeune fille qui était en terminale. Alors je dis, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Elle me dit, mais je vais faire de la recherche. Je dis, c'est formidable, faire de la recherche scientifique. Et je lui dis, mais où est-ce que vous allez faire vos études? Elle me dit, je ne sais pas. Et elle me fait cette réflexion. J'ai plus peur de Parcoursup que du bac. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Normal. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le nouveau rite de passage. Bah oui. Alors, oui, mais tout le monde a le bac. Peur, même pour le choix de ses études. Vous vous rendez compte ce qu'on leur fait? Et c'est Glenn Roy, tout le monde a le bac, donc il faut bien à un moment une sélection.
Non, je ne sais pas. C'est tout le problème, c'est que depuis la loi d'orientation... Il faut être à la hauteur de la demande éducative et de la demande de formation. Mais oui, mais Ségolène Royal, dans ce domaine-là, comme dans les autres, nous subissons le fait que la France a un passif, c'est-à-dire que les gouvernants, et sur ce plan de l'éducation en particulier, les gouvernements de gauche, Lionel Jospin quand il a été ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre quand il a été lui-même ministre de l'Éducation nationale, ont petit à petit déstructuré l'ensemble de la transmission. Vous regardez les programmes scolaires, nous n'avons pas arrêté de baisser. Alors cela dit, il y a des ministres de droite qui ont été tout aussi mauvais. Il y a un ministre qui a même supprimé les maths au lycée, vous vous rendez compte? C'est le brouhaha. Là, ils sont lancés dans la réforme des rythmes scolaires. Non, mais attendez, ils sont rentrés là dans la réforme des rythmes scolaires. Ségolène Royal, qui a fait la réforme des rythmes scolaires au lieu de s'occuper du niveau scolaire? Sinon, Vincent Payon, quand il est arrivé comme ministre de l'Éducation nationale. Vous avez vu des ministres qui n'ont pas la mémoire des choses, ils vont recommencer la réforme Payon. C'est-à-dire, ils sont en train là, avec une espèce de réunion, je sais pas quoi, démocratique soi-disant, de déstabiliser. J'espère qu'ils ne feront rien, qu'ils ne bougeront pas, de déstabiliser tout le système scolaire sur un sujet franchement secondaire. Tout le monde a tripatouillé dans tous les sens les rythmes scolaires. Ça ne fait que déstructurer l'école, que paniquer les gens, alors que l'essentiel, c'est quand même la réussite scolaire, et que le problème essentiel, c'est pas le rythme scolaire, savoir à quelle heure on se lève, c'est l'excès d'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes et par les enfants. Parce que si le soir, ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à se lever le matin. Alors j'entends dire, non, faut l'école à 9h, l'école à... Mais foutez la paix aux élèves, aux enseignants, au système scolaire, avec ces histoires de rythme scolaire, et occupons-nous de mettre les jeunes moins longtemps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai sujet. Vous aviez tiré la sonnette d'alarme sur la télévision, il y a quelques années maintenant. Sur les réseaux sociaux, vous dites la même chose, il faut fermer le tuyau. Il faut fermer le tuyau. Ah ouais, mais ça, je sais pas. Ah ouais, il faut fermer le tuyau. Au moins jusqu'à 12 ans, 14 ans. Vous restez avec nous? Oui, je sais que vous avez encore plein de questions, mais là... C'est vrai, il y a plein de questions, c'est passionnant. Oui. On passe à la une 3. Je connais. Alors, 13 organisations patronales, du MEDEF à la CPME, en passant par France Industrie, ont écrit au Premier ministre Sébastien Lecornu pour lui faire part d'une immense inquiétude. Une immense inquiétude que vous partagez, Ségolène Royal. Avec nous en ligne, Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous dénoncez la déconnexion du débat budgétaire et une avalanche de nouvelles taxes. Évidemment, le message est limpide. On ne redresse pas un pays en affaiblissant ses forces vives. Vous êtes extrêmement inquiet ou c'est juste une agitation pendant le débat parlementaire ? Mais je pense que vous ne nous entendez pas souvent prendre la parole. Et a fortiori, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est très très rare qu'on prenne la parole. Et aujourd'hui, on le fait parce que on a vraiment le sentiment que des décisions sont prises très très rapidement, à la va-vite. Il y a des amendements qui sont, vu le nombre d'amendements étudiés, qui sont probablement pas étudiés, et l'avenir d'entreprises, donc l'avenir de personnes, de familles, en dépend. Mon entreprise a une 50aine d'années. Ça évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, ça se construit progressivement. Et là, on a l'impression que l'avenir de ces entreprises, de ces emplois, se décide. Parfois très tard le soir, parfois avec des gens qui sont pas présents, parfois et souvent avec des gens qui ne connaissent pas les sujets. Il y a très très peu d'entrepreneurs et de dirigeants à l'Assemblée nationale, tout du moins d'entreprises significatives, c'est-à-dire de plus de 10 salariés. En France, les entreprises, ce ne sont pas les entreprises du CAC 40 dont on parle beaucoup, mais ce sont beaucoup de PME, de TPE et aussi de TI qui vraiment aujourd'hui font l'ossature de l'économie. Et on a le sentiment que là, il y a des discussions très très rapides qui sont en train de passer par pertes et profits, beaucoup de choses. On a beaucoup de mal à s'y retrouver. C'est un brouillard légal, fiscal. Tout est remis en cause. Et oui, on est vraiment très très inquiet de ça, parce qu'on ne construit pas l'avenir d'une entreprise, on ne construit pas le développement d'une entreprise avec des règles qui changent. On ne sait même pas demain avec quelles règles on va devoir agir. Vous comprenez, Ségolène Royal, l'inquiétude de ces patrons ? Tout à fait. Je pense que vous avez raison, monsieur, complètement.
Mais là où le MEDEF fait une faute, et où le patronat fait une faute, c'est en s'opposant à la suspension de la réforme des retraites. Et ça, c'est très maladroit d'abord. Et du coup, ça vous plombe dans votre prise de position vis-à-vis de la fiscalité. Et je l'ai dit au départ d'ailleurs, le bon équilibre, c'était la suspension de la réforme des retraites. Parce qu'elle est mauvaise, cette réforme, parce qu'elle angoisse, on a vu, parce qu'elle est injuste. Et on faut reprendre le travail, notamment en faisant cotiser les revenus financiers des très grandes entreprises, par exemple. Donc c'est un sujet complexe qui aurait dû être reporté, la fiscalité, au niveau de l'élection présidentielle. Et je suis en effet je suis d'accord avec vous, c'est un peu iconoclaste, je suis d'accord avec le MEDEF sur ce sujet-là et avec vous, avec le patronat, notamment des PME, parce que la question fiscale, elle a une dimension psychologique très très forte. Au-delà des dispositifs techniques qui peuvent se justifier dans ce qui est voté, il y a une dimension psychologique au moment où il y a un ralentissement économique qui plombe en effet l'esprit d'entreprendre, la volonté d'avancer, etc. Et le bon équilibre, et ça je demande vraiment au MEDEF de changer de position là-dessus, c'est de dire, ok pour la suspension de la réforme des retraites, arrêtons de pinailler là-dessus, mais reportons à l'élection présidentielle la question fiscale. Parce que là, je pense en effet que ça plombe l'économie. Pierre Guillet, que répondez-vous à Ségolène Royal ? Le sujet de la retraite, en fait, il se pose donc aujourd'hui, on est en train de tous s'invectiver sur ce sujet. Aujourd'hui, le système, il est déficitaire. Le système ne peut pas assurer la retraite des travailleurs, donc il faut le remettre en cause. Il faut en discuter, il faut trouver des accords, il faut trouver des chemins. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'oppose à tout le monde, qu'il n'y a pas de discussion possible. Monsieur, or, aujourd'hui, oui ou non, il y a des idées, il y a des solutions à trouver. Quand une entreprise est déficitaire, on prend des mesures pour pouvoir juguler ces déficits, pour essayer de justement trouver une pérennité qui va assurer une retraite pour chacun, digne pour chacun. Et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il y a un des principes qui nous anime le plus, qui est la dignité de la personne. La retraite fait partie de ces fondamentaux qui permettent, après avoir travaillé longtemps, de pouvoir passer à autre chose, mais pas forcément pour devenir oisif, peut-être se mettre au service d'une association, au service du pays, peut-être Ségolène Royal a une question pour vous. Entrer dans un conseil municipal. D'accord. Ok. Donc ça, vous tournez un petit peu autour du pot. Oui ou non, monsieur? Est-ce que vous êtes pour calmer le jeu politique et faire en sorte justement de reposer des bases consensuelles sur la question de l'avenir des retraites? C'est pas rien la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc c'est un sujet central qui n'avait pas à être adopté par la force. Est-ce que oui ou non vous pensez qu'il faut suspendre la réforme des retraites justement pour pouvoir y retravailler? Ou est-ce que idéologiquement, une fois de plus, vous allez adhérer aux postures idéologiques du patronat, dire ni fiscalité, ni suspension de la réforme des retraites? C'est pas ça le compromis, monsieur. Le compromis, c'est que chacun fasse mouvement. Donc le patronat doit faire mouvement en disant ok, il y a la suspension de la réforme des retraites, c'est pas ce qu'on aurait voulu, mais on comprend que dans le contexte, c'est une exigence des partenaires sociaux. Et d'un autre côté, ça vous aurait donné plus de poids pour dire on a lâché là-dessus et donc on ne veut pas de course à l'échalote sur la question fiscale. Mais le problème, c'est que vous ne lâchez même pas là-dessus. C'est ça qui est désolant. Et donc ça va à l'affrontement. Mais vous devez faire mouvement là-dessus. Dites-le au MEDEF, vous devez faire mouvement là-dessus. C'est pas grand-chose ce qu'on vous demande. Et c'est légitime. Là, on est en train d'opposer des sujets très très différents, la fiscalité et les retraites. Si, ce sont deux sujets très très différents. Aujourd'hui, les retraites, c'est un sujet dont on parle depuis des dizaines et des vingtaines d'années, sur lesquels personne n'a jamais voulu discuter. Mais c'est pas la question. Justement, c'est ce qu'elle vous pose comme question. Oui ou non, Natacha? Il me semble que ce qui est frappant dans cette discussion, c'est d'abord que la gauche parle des patrons comme si tous les patrons étaient les mêmes. La droite parle des entrepreneurs comme si tous les entrepreneurs étaient les mêmes. Pour sortir de ce débat totalement fermé où ça fait 2 ans qu'on est à temps plein sur la question de la réforme des retraites, la seule solution, c'est de parler de production.
C'est-à-dire comment on crée de la richesse sur le sol français. Donc quels sont les producteurs sur le sol français? Il y a des entrepreneurs dont le cœur de métier est de désindustrialiser la France. En revanche, si on continue à considérer que les patrons doivent être taxés, en effet, on va petit à petit tuer ce qui reste de force de production en France. Les impôts de production, par exemple, c'est-à-dire qui taxent avant même qu'on ait engranger le moindre euro sont une folie. Mais tant qu'on restera entre d'un côté, il faut faire payer les patrons, et de l'autre, les entrepreneurs sont les forces vives, il faut les protéger, on passera à côté du vrai sujet. Il y a des politiques urgentes à mener pour faire en sorte que la production sur le sol français soit favorisée par rapport au reste. Pierre Guillet, qu'est-ce que vous attendez de cette journée où donc elle va être suspendue probablement à l'Assemblée nationale, cette réforme? J'en attends rien. J'en attends rien parce que en fait les discussions n'ont pas lieu et c'est pas en quelques minutes qu'on va décider de l'avenir du système de retraite en France. Le système est très très complexe. Il faut du temps pour pouvoir trouver les chemins pour pouvoir mettre en place un système qui convienne à tous. Et je pense que il faut réformer à la fois le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on mette très certainement un peu de capitalisation dans le système. Pour pouvoir donner de la dynamique, pour pouvoir générer des flux financiers qui pourraient être après redirigés vers les PME justement et vers leur développement. Il faut aussi arrêter de se focaliser sur un âge de départ. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir amassé suffisamment de cotisations individuelles pour pouvoir après en bénéficier plus tard. Donc il y a des chemins à trouver là-dessus. Donc il n'est pas hostile à la discussion, Ségolène Royal, vous voyez? Allez monsieur, un petit effort. Oui, il faut suspendre. Merci beaucoup Pierre Guillet. Pour en revenir à votre livre, Ségolène Royal, avant toutes les péripéties politiques à l'Assemblée nationale, j'ai un Premier ministre, j'en ai plus, j'en sais rien, mais il veut plus, etc. On a parlé en France que de la retraite et de la fin de vie. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune homme ou une jeune femme dans ce pays, et c'est pour rebondir sur votre livre, c'est quand même éblouissant. Personne ne parle de l'IA, de la réindustrialisation, de choses qui donnent une perspective, un avenir. Oui. Comment vous l'expliquez? C'est quoi ce pays? Parce que, pardon, mais dans les autres pays, en Europe notamment, aux États-Unis évidemment, on parle de l'avenir, on se projette dans ce qui va nous arriver dans la figure. Comment Oui, la politique, vous avez raison, le débat politique s'enferme soit sur ce qu'il y a déjà dans les tuyaux. Mais pourquoi c'est des vieux messieurs qui discutent entre eux? C'est quoi le délire là? Je ne sais pas, c'est la loi fin de vie par exemple, même cette expression-là, c'est tellement anxiogène. Oui, il y a même eu un dévoiement. Avant, c'était la humanisation de la fin de vie. Maintenant, c'est le droit à la fin de vie. Mais pour les adolescents suicidaires, ils entendent le droit à la fin de vie. Donc c'est terriblement anxiogène. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, la question de la raréfaction des services publics et même de la retraite, c'est très anxiogène pour les jeunes. Ouais. Parce qu'ils se disent finalement, ceux d'avant nous n'arrivent pas à gérer, à nous transmettre un patrimoine social dont ils ont bénéficié. Même chose pour l'effondrement de la santé ou du niveau éducatif. Et c'est la raison pour laquelle toutes les décisions politiques ne devraient être concentrées que sur oui ou non. Est-ce que si je fais cela, est-ce que c'est bon pour la sécurité et pour la lutte contre l'anxiété des nouvelles générations? Ce tropisme, il est aussi le reflet de notre démographie. Nous sommes un pays âgé et surtout, nous sommes un électorat âgé puisque les plus âgés votent beaucoup plus que les plus jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas rééquilibrer cela? Est-ce que vous ne seriez pas pour le droit de vote à 16 ans, accompagné d'une formation civique, pour que justement les jeunes se disent on va peser dans la balance? Christophe, accompagné d'une formation civique, vous avez vu les vidéos hier sur le 11 novembre, les jeunes qui vous disent que c'est quoi le 11 novembre? C'est un concert? Mais ne nous décourageons pas, et puis faisons confiance aux enseignants. Si vous leur dites voilà, vous allez devoir former des citoyens, parce qu'à 16 ans, la République elle lâche la main des enfants. L'école n'est plus obligatoire. Elle ne la rattrape qu'à 18. Oui. Pourquoi? À 16 ans, avec la majorité pénale, vous êtes responsable de tas de choses. Vous êtes un consommateur, vous avez un peu d'argent, et puis les marques vous démarchent. À 16 ans, il y a tout un débat sur la majorité sexuelle. C'est un vrai débat, moi, je pense. Ça s'ouvre. Mais en même temps, il ne faut pas penser qu'il y a des solutions miracles. Mais c'est un vrai sujet. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le 11 novembre. Mais moi, ça ne me choque pas que les jeunes ne sachent pas. Ça vous choque pas?
Ah, Non. j'étais sidérée. Parce que je vais vous dire pourquoi. Même quand les hommes politiques font référence à De Gaulle, quand vous entendez les jeunes réagir, ils disent mais qui nous laisse tranquille avec De Gaulle. Mais il y a un homme politique qui ne sait pas quoi dire. Il dit je suis gaulliste. Mais c'est insupportable pour les jeunes. Il dit attendez, on est aujourd'hui et on prépare demain. Donc une espèce d'idéalisation du passé. Et en plus le 11 novembre c'était la guerre. Et qu'est-ce qu'ils se disent les jeunes? Ils en ont marre de la guerre. Ils se disent mais pourquoi il y a eu la guerre de 14? Et personne ne leur explique au fond l'absurdité de la déclaration de la guerre de 14, parce que c'est tabou. Il y a eu tellement de victimes que personne n'ose dire, mais cette guerre, elle aurait pu être évitée. Et donc la guerre de 40 aurait pu être évitée, puisque c'est une des conséquences du traité de Versailles et de l'aberration. Et donc la montée du nazisme n'aurait pas eu lieu. Ça serait un beau débat national. C'est justement pour ça qu'il faudrait qu'ils connaissent le 11 novembre et ce que ça signifie et ce qu'il y a derrière. Non, mais vous ne pouvez pas enfermer les jeunes dans la guerre. Mais c'est pas les enfermer, c'est au contraire les en libérer. Regardez, l'histoire n'est fait que de mauvaises nouvelles. L'histoire, on l'a apprise avec les guerres. On peut pas apprendre l'histoire avec des choses positives qui se sont passées, les grandes découvertes, les grands enjeux, les progrès scientifiques, etc. Ouais, enfin, le suicide de l'Europe en 14, ça explique après. Parce que c'était aussi une idéologie. Il me hurle dans l'oreille. Il y a Pierre qui va faire un malaise vagal là. Il faut qu'on passe à la petite phrase qui fait du bruit. On voulait juste vous entendre parce que hier soir, Gérald Darmanin était au 20h de Gilles Boulot, l'excellent Gilles Boulot, et il est revenu sur sa visite à la prison de la Santé à un certain Nicolas Sarkozy. On l'écoute. C'était normal de se rendre compte des conditions de détention des personnes les plus dangereuses, comme les agents narcotrafiquants ou terroristes, mais aussi comme les détenus les plus exposés. Et je pense que s'il est arrivé quelque chose, le Parlement, les médias, la Cour de justice de la République m'auraient demandé des comptes. J'ai rempli mon rôle et je ne regrette en rien. Ça vous fait marrer. C'est pas crédible. Ah bon? Il y a un directeur de prison, il peut se téléphoner pour savoir si tout se passe bien. Enfin, c'est quoi? Mais vous voyez, même ça pour les jeunes. J'ai vu, il y a eu une enquête chez les jeunes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Bon, les jeunes, ils veulent l'égalité devant la justice. Hein, vous pensez que ça pose le problème de séparation des pouvoirs? Bien sûr. Et d'ailleurs, la décision du tribunal, les considérants et les conditions de libération ont explicitement demander ce qu'il n'y ait pas de contact avec le ministre de la Justice. Il y a un peu de corporatisme aussi de la part de ces magistrats. Vous n'avez pas été ministre de la Justice, mais vous connaissez bien. C'est un peu l'autorité judiciaire qui se dresse contre le politique dans un bras de fer. Je ne crois pas du tout. Je pense que l'autorité judiciaire, elle est garante. C'est l'autorité politique qui, au terme de la Constitution, doit être garante de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et heureusement qu'il y a l'autorité judiciaire, parce que si tout ça finissait en chaos, en eau de boudin, on dirait, mais alors, même la justice n'a pas fonctionné. C'est la justice, son bon fonctionnement. Il y a eu plus de 100 magistrats au cours des 20 ans de procédure. C'est pas une seule magistrate qui en plus a été menacée. Il y a eu une centaine de magistrats qui à chaque fois ont confirmé les mêmes choses. Donc à un moment, il faut respecter l'autorité judiciaire parce que c'est finalement ça qui reste un des piliers du fonctionnement démocratique lorsqu'il y a cette confusion des pouvoirs. Ségolène Royal, sur la séquence politique qu'on vient de traverser qui concerne Nicolas Sarkozy, à quoi ça a servi, de votre point de vue, d'enfermer un ancien chef de l'État pour 3 semaines et de le libérer ensuite ? Mais ça a été argumenté par une décision juridique. Ouais, mais c'est une atteinte aux intérêts de la nation. C'est une corruption, une négociation avec un régime avec une pacte de corruption avec un terroriste pour tricher dans une campagne électorale financièrement. En 2007, est-ce que vous considérez que vous n'avez pas concouru à armes égales avec Nicolas Sarkozy ? Mais c'est ce que dit le jugement du tribunal. Mais vous, est-ce que vous le pensez ? Je pense que financièrement, ils avaient beaucoup de moyens. Toute la presse le dit d'ailleurs, toute la presse internationale aussi. Ils avaient beaucoup plus de moyens financiers. Ben, ça se voyait. Ça se voyait dans le niveau des meetings, ça se voyait. Christophe, vous avez d'autant que le Parti socialiste ne vous aidait pas complètement non plus. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu aussi ce sujet-là. Non, mais je veux dire, il y a eu beaucoup plus d'argent. Est-ce que ça a changé le résultat ? Ça, nul ne le sait. Mais quand vous trichez, que vous passez un examen et que vous trichez, on vous donne pas le diplôme. Bah là, c'est pareil. Il n'aurait pas dû avoir le diplôme de président de la République. Le PNF fait appel. 3 des chefs d'accusation ont été écartés par le tribunal. Mediapart, sa crédibilité est quand même écornée avec ce document qui n'est probablement pas un vrai. Non, c'est pas fait. Ça, c'est faux. Ça a été jugé. Contrairement à ce que la dernière décision, c'est Madame Gasparino, la présidente du tribunal correctionnel, a estimé que ça n'était pas probablement, je la cite, on vient technique, là, Guillaume. Ça a été jugé, ça. Ça a été très... Je rappelle, il y a eu plus de 100 magistrats. Il n'y a pas eu comme ça une petite décision écrite sur un coin de table. Il y a eu 20 ans de procédure, plus de 100 magistrats, car il y a eu des recours à chaque
à chaque étape du déroulement de la procédure, y compris sur les décisions de procédure. Appel, cour de cassation, retour, demande d'expertise, 20 ans de procédure et la confirmation d'un jugement. Et s'il y a eu des chefs d'inculpation qui ont été retirés, ça rend d'autant plus... Donc il n'aurait pas dû, Nicolas Sarkozy, sortir après 3 semaines. Ça, c'est la jurisprudence aussi, bien sûr. La demande le jour même, moi je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Mais si, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait régulier dans le cadre de l'application jurisprudentielle. En revanche, quand on transforme un coupable en victime, c'est ça qui ne va pas. Même, ça, c'est de la politique. Vis-à-vis des il a fait de la politique avec ça. Ça, vous connaissez pas. Sarkozy, il a fait de la politique avec cette condamnation, avec cette incarcération. Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas le dire à un moment ? Pourquoi pas dire ? Il le sait que c'était une infraction. Pourquoi à un moment ne pas le dire, ne pas l'avouer ? C'est ça qui est étrange chez les responsables politiques. C'est à aucun moment, même devant les évidences les plus écrasantes, ils vont renoncer à dire « bah oui, c'est vrai ». Ben oui, c'est vrai. J'ai fait ça et j'aurais pas dû. Merci. Ça aurait de l'allure. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Mais qui va garder les enfants, c'est votre livre sur cette action politique qui, dites-vous, a perdu de sa légitimité. Et on le voit, sondage de Frédéric Dabi après sondage de Frédéric Dabi. C'est votre réponse et elle n'est pas commune, elle n'est pas courante. Et alors, vous donnez aussi des tips pour parler aux ados. Oui. Hein, absolument. Et je vais m'en servir. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Merci. Dans toute liberté, Ségolène Royal. Une pause et dans un instant, le Mali bientôt aux mains des journalistes, des djihadistes. Est-ce que ça serait mieux. Est-ce que ça va impliquer pour nous en France et en Europe? À tout de suite sur LCI. Allez, retour dans Petite Liberté. C'est l'heure du carton rouge. Le Mali est au bord du gouffre. Les 3/4 du pays sont contrôlés par des djihadistes. Ils coupent les routes d'approvisionnement vers la capitale, qui pourrait tomber d'ici peu. Écoutez Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien. Mal nommer les choses, c'est aggraver les malheurs du monde. Nous n'allons pas en rajouter aux malheurs du monde. Nous allons dire très clairement qu'aujourd'hui, les acteurs s'affichant aux côtés de ce groupe de notre région sont la junte française et la junte algérienne. Alors Guillaume, on a un général qui cite Albert Camus et on a le sentiment d'un immense gâchis. Voilà, immense gâchis. Moi, c'est ce que m'ont dit certains soldats qui ont participé en 2013 à l'opération Serval, dont le but était précisément d'empêcher que ce pays, le Mali, ne tombe aux mains des djihadistes. Et donc après l'opération Serval lancée en 2013 par le président Hollande, et puis l'opération Barkhane qui a suivi une opération de stabilisation, après 58 soldats français tués là-bas au Mali et au Sahel, et ben voilà, on y est, Bamako est sur le point de tomber. Alors ça fait, pour expliquer un peu brièvement et simplement les choses, on va voir une carte bientôt, ça fait 2 mois en gros que les djihadistes du JNIM, qui est une organisation liée à Al-Qaïda, contrôlent l'intégralité, sinon les 3/4 de ce pays. Ce pays, le Mali, c'est un pays qui est enclavé, comme on le voit, qui dépend des approvisionnements en carburant, qui est grand comme 2 fois et demi la France à peu près, qui dépend des approvisionnements en carburant. Et le Mali, pour celles et ceux qui l'ont visité, c'est de vastes étendues avec quelques axes routiers qui traversent comme ça le pays, très facile à contrôler. Qu'est-ce que font ces djihadistes ? Ils coupent les routes. Ils empêchent les camions de carburant d'arriver jusqu'à Bamako. Dans les villages, ils imposent une charia très conservatrice. Ils forcent les femmes à porter le voile intégral désormais pour se déplacer d'une ville à une autre. Pourquoi ? Pour acheter la paix sociale et attendre patiemment que le fruit tombe de l'arbre, c'est-à-dire que Bamako ne finisse par chuter. Bamako, on en parlait au moment où on écoutait ce Premier ministre malien. Bamako qui est aux mains d'une junte militaire. Ses alliés russes, Wagner et compagnie, sont aux abonnés absents. Et les militaires français, cette junte, elle les a foutus dehors, passez-moi l'expression, en 2022. Donc oui, quel gâchis. Mais paradoxalement, vous dites que cette situation pourrait faire les affaires de Paris sur le dossier Boualem-Sansal. Voilà, alors il faut regarder encore une fois la carte. Le Mali, c'est un pays donc enclavé, mais qui partage l'équivalent d'à peu près 1400 km de frontières avec qui ? Avec l'Algérie.
Ouais. Et ce que craint Alger par-dessus tout, c'est une contagion djihadiste dans le sud de son pays qui pourrait même remonter jusqu'à Alger. Et qui est capable, en l'état actuel, de fournir des moyens de renseignement satellitaires en particulier à Alger? C'est la France. Et dans les rapports de force, évidemment, rien n'est gratuit. Alger détient Christophe Glaise, le journaliste, et Boualem Sansal, dont on commémorera, si je puis dire, ou en tout cas dont on célébrera ou dont on se rappellera qu'il a été arrêté il y a 1 an maintenant. Ce sera dimanche prochain. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la sortie du président allemand n'est pas anodine non plus, parce que les Allemands également coopèrent du point de vue du renseignement au Sahel avec les Algériens. Donc quand vous avez le président allemand qui dit et qui demande la grâce pour Boualem Sansal, quand vous avez le Mali qui est sur le point de tomber, et les Français, Monsieur Retailleau n'est plus le ministre de l'Intérieur, les rapports pourraient se détendre aussi avec Alger. Les Français qui pourraient offrir un peu plus de coopération sécuritaire dans ce cadre-là, ça pourrait ouvrir, mais là je vais rester prudent, ça n'est qu'une hypothèse géopolitique, politique, etc., la voie à une libération, espérons-le, de Boualem Sansal. Cet appel du président allemand qui appelle à la grâce pour Boualem Sansal, qu'est-ce que ça dit de nous et de notre faiblesse ? La réponse est dans ma question, je pense. Oui, la réponse est dans ma question. En revanche, je rejoins Guillaume. Et simplement, je pense que nous payons beaucoup de choses. Nous payons l'intervention en Libye qui a diffusé toutes les armes de Kadhafi dans le Sahel et qui a permis d'armer les djihadistes. Nous payons le fait que Serval était une opération absolument nécessaire, mais que Barkhane n'a pas été pensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été envisagé qu'il fallait à un moment donné savoir arrêter une opération et que la France ne pouvait pas tenir avec des soldats simplement ce pays sans aucune perspective. La propagande russe a permis petit à petit de convaincre la population que les Français étaient une armée néocoloniale qui s'imposait au pays, c'est-à-dire que nous n'avons pas géré les relations avec la population, nous n'avons pas anticipé la désinformation, et c'est comme ça que nous nous sommes fait sortir. On l'a anticipé, Natacha, mais on était incapables. Il a fallu un temps absolument ahurissant pour que les dirigeants français prennent conscience que la désinformation sur les réseaux sociaux était une catastrophe. C'est d'ailleurs actuellement également ce qui se passe au Sénégal. Il faut savoir qu'il y a très peu de presse qui soit lue par l'ensemble de la population. Les gens s'informent par les réseaux sociaux. Donc abandonner ce combat-là, c'est tragique. Il faut faire très attention parce que ça pourrait faire tache d'huile en Côte d'Ivoire, qui est à une frontière également avec le Mali. Le Niger est tombé, le Burkina Faso est tombé. C'est toute cette région-là qui menace de basculer. Et il y a un travail d'immenses problèmes. Il y a un travail diplomatique immense à faire pour rétablir l'image de la France. Nous partons avec un boulet au pied qui est que nous sommes l'ancienne puissance coloniale. Les Allemands ne le sont pas et ils ont bien l'intention évidemment d'aller s'implanter, en tout cas profiter de cette image qu'ils peuvent avoir. Donc la France a beaucoup à réparer et des erreurs de communication, de diplomatie ont été faites ces dernières années, que ce soit par François Hollande ou par Emmanuel Macron. Christophe ? Des erreurs, on en a commis, c'est évident. Maintenant, les Afghans, pendant 20 ans, ont eu la présence occidentale pour bâtir un État, une armée, une société. Ils ont échoué, ils se retrouvent avec les talibans. Les Maliens ont eu pendant 10 ans la présence française pour essayer de bâtir un État, une armée, un nouveau système social. Ils ne l'ont pas saisi. Eh bien, ces peuples aussi se retrouvent punis par l'incapacité de leurs dirigeants à bâtir ces États-là. Et quand on fait plus confiance à la milice Wagner qu'aux soldats français qui donnent leur sang, on finit dans les pattes, dans les griffes des islamistes. Il faut arrêter aussi un peu l'autoflagellation occidentale là-dessus. Tout à fait d'accord avec vous. Franchement, on n'a pas le temps de faire. Il y a de l'espoir en hommage à Ségolène Royal. On n'a pas le temps, on le fera demain. Bon. Oui. Non, dommage, non. Il y a de l'espoir. Oui, c'était intéressant. Il y en aura encore demain. Il y en aura demain. Ça sera encore mieux demain. Allez, on se retrouve demain, donc en toute liberté à 9h.